digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on, we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeat. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you and I were breaking bounds on Baobab. Bonjour, bonsoir à tout le monde. On va commencer d'abord par dire merci. Merci pour tous ceux et toutes celles qui sont là, qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette nouvelle séance qui sera concentrée sur comment concilier la vie académique avec l'entrepreneuriat. Alors, pour commencer, ça serait important de notifier que l'événement d'aujourd'hui sera traduit aussi en anglais pour la communauté anglophone qui est présente. Alors, je vais mettre dans le chat les annonces pour accéder à cette traduction. Et je vais juste dire ça en anglais rapidement pour la communauté anglophone. So to access the English translation, look for the interpretation button in the toolbar at the bottom of the Zoom window. And it's going to look like a wireframe globe. And you must select English and then select mute original to be able to follow the event in English. Donc voilà un peu le message pour la communauté anglophone. Alors sans plus tarder, je vais juste donner quelques annonces par rapport à Baobab francophone, ce qui se passe actuellement. Donc, comme vous le savez, la plateforme a maintenant la traduction en français. Et si vous l'avez constaté, pour le moment, ce n'est que la traduction du contenu statique. Et dans les prochains mois, nous allons passer à la traduction du contenu dynamique, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un poste quelque chose sur la plateforme, automatiquement, le contenu sera disponible en français. Donc, la version francophone est disponible sur la version mobile, sur vos portables, ainsi que la version desktop, ordinateur. Et si concernant les cours,
En français, actuellement, nous sommes à 33 cours, donc pratiquement 33 de nos 38 cours sont actuellement disponibles en français. Donc, pratiquement chaque semaine, on lance pratiquement 2 à 3 cours en français. Donc, voilà, allez découvrir les cours qui sont disponibles. Il y a vraiment des cours très intéressants que beaucoup d'entre vous ont eu à suivre en anglais. Et maintenant, vous aurez l'opportunité de les suivre en français sur la plateforme complètement gratuitement, comme vous le savez. Dernière annonce, c'est beaucoup plus par rapport aux événements qui arrivent. Il y a un webinaire, ce sera le dernier webinaire qui va arriver avant le Grand Sommet Baobab 2021. Ce webinaire-là sera basé sur réinventer le travail. Donc, par rapport à la période de COVID de l'année passée, comment on a eu à réinventer notre travail, comment nous travaillons virtuellement et tout ça. Donc, venez vraiment massivement assister à ce webinaire-là. Et évidemment, pour les francophones, il y aura encore une fois une traduction en français qui sera disponible. Et enfin, c'est le grand sommet Mastercard Foundation Baobab, sommet annuel qui aura lieu du 2 août au 6 août. Et encore une fois, je vais poster les liens pour le webinaire et aussi pour le sommet Baobab Mastercard dans le chat. Comme ça, vous pourrez vous enregistrer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et aussi partager avec votre réseau. Alors, sans plus tarder, je vais introduire le modérateur de la journée et il va alors aussi à son tour introduire nos deux panélistes qui vont nous parler encore une fois de comment voilà, concilier cet équilibre-là entre la vie académique et l'entrepreneuriat, parce que ça, c'est un sujet que vous, les boursiers, avez recommandé, avez suggéré. Et c'est comme ça que, voilà, nous avons pris la peine d'inviter deux personnes, deux individus qui ont un CV vraiment très impressionnant et qui vont vraiment vous parler en ce jour et vous parler de leur expérience et vous serez à mesure de poser les questions. Donc, voilà, Aristide Kambale. Aristide, il sera le modérateur de la journée. Aristide, il est boursier actuellement. Il était ancien boursier avec KNUST au Ghana et actuellement, il est à l'université de Edinburgh en Écosse. Aristide travaille aussi actuellement avec l'équipe Baobab en tant que stagiaire dans l'équipe de recherche et il sera là aujourd'hui pour faire la modération de l'événement. Alors, Aristide, je t'invite à faire la présentation de Roland et de Adam et puis de lancer l'événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la parole, Credo. Je suis très honoré d'être parmi vous et modérer quand même cette grande réunion en fait de cette soirée ou de cette journée, ça dépend de là où vous êtes. Comme il l'a dit, je suis Aristide, communément appelé Aris pour les intimes, et je vais directement procéder par la présentation de nos panélistes. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même lancer quelques règles de la réunion, comme ça on saura comment est-ce que l'on va procéder, quoi. Comment est-ce qu'on va passer la prochaine 1 heure ensemble ou 1 heure et demie, ça dépend. Alors, la première des choses, c'est que aussi longtemps que vous n'êtes pas en train de parler, et rassurez-vous que votre micro est fermé. Okay? Comme ça va permettre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit et des échos d'ici et là. La deuxième des choses, c'est que quand vous avez une question, c'est sûr, quand la personne est en train de parler ou le panéliste, vous pouvez avoir des questions d'ici et là. Rassurez-vous que vous puissiez mettre des questions dans les chat box. Comme ça, on pourra suivre ça à la longue lors des questions-réponses. Ou on pourrait peut-être lancer ces questions-là. Lors des questions-réponses, rassurez-vous que vous levez votre main et vous serez donné l'opportunité de pouvoir intervenir. Et rassurez-vous que vous allez tout droit au but quand vous êtes en train de poser la question. Okay? C'est-à-dire une question ne peut pas aller quand même au-delà d'1 minute ou 1 minute, 1 minute et demie maximum. Okay? À part ça, comme le disait déjà Credo, on va directement procéder par la présentation de nos panélistes. Comme vous le savez déjà, on a 2 personnes, 2 personnalités. La première personne, il s'appelle Adam Chebindu, héritier. C'est un Congolais
de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il est PDG de l'entreprise Bora Technology et aussi il est étudiant en doctorat à l'université Texas Tech, c'est aux États-Unis. Alors, il sera en train de parler sur son parcours en tant qu'entrepreneur, mais également en tant qu'étudiant. OK? Alors, en tant qu'entrepreneur, il a son entreprise qui est en RDC, mais lui, il est basé aux États-Unis. C'est là qu'il va nous donner les défis qu'il est en train de faire face et comment est-ce qu'il est en train de gérer. Parce que ça ne doit pas être facile quand tu es en train de gérer à distance une équipe des intelligents, des brains qui sont à Goma ou au Congo, un peu dans d'autres villes, quoi. La deuxième personnalité, c'est Roland Alavo. Lui, il est du Bénin et il est basé au Bénin. OK? Alors, il est fondateur et directeur de Rabtech, qui est aussi une entreprise au Bénin. Et Roland également, lui, il a fini ses études très récemment, mais il a commencé déjà sa société ou son entreprise depuis l'université. Et là, comme on le sait tous très bien, l'événement d'aujourd'hui se focalise plus sur comment concilier la vie académique, mais également la vie d'entrepreneur, parce que tout le monde, si pas nous tous ici, on est quand même intéressés par cette vie. OK? Alors, cela étant, je vais directement saluer les deux panélistes. Adam, ça va? Oui, ça va très bien, Rhys. Comment? D'accord, d'accord. On est carrément honoré de vous avoir aujourd'hui dans notre panel. Et Roland, est-ce que vous êtes là? Bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour, je suis là. D'accord, merci. On est aussi également honoré de vous avoir parmi nous. Alors, sans pour autant tarder, je vais procéder par des questions. Alors, comme vous le savez, on va y aller, on sera en train d'alterner, quoi. On n'aura pas une session stérile, c'est-à-dire avec une personne, et puis aller à une autre personne après. On sera en train d'interchanger et s'amuser un peu, quoi. Alors, la première question dont la plupart des gens ici sont en train de se demander, là, c'est une question que j'adresse directement à Adam. Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer l'aventure et vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat dans votre pays, en RDC, pendant que vous vivez aux États-Unis? Qu'est-ce qui a été votre motivation là-dessus? Bon, Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu commencer aux États-Unis et puis voilà? Premièrement, bon, je peux commencer par le patriotisme en question parce que je suis né au Congo, grandi au Congo et bon, bon, je peux un peu partager peut-être deux mots sur ce que je suis avant. La manière dont les conditions dans lesquelles j'ai grandi, même à Goma. À Goma, pour ceux qui sont familiers de la ville, j'ai grandi dans un quartier très populaire à Mabanga, qui est vraiment quelque part où ce n'est pas vraiment, c'est pas le luxe là-bas. Donc, c'est quelque chose où, c'est quelque part où c'est un peu difficile. Donc, j'ai vécu vraiment dans des conditions les plus, je peux dire, les plus dures dans la ville de Goma. Et après avoir fui la guerre, je suis arrivé aux États-Unis pour poursuivre mes études. Et après, ce que je voulais juste faire, c'est to give back, donc redonner quelque chose à ma communauté, être capable de servir la communauté. C'est pourquoi, au lieu de m'investir aux États-Unis, bon, vu que premièrement, je ne suis pas résident américain, et aussi, donc, la question des taxes aussi sont très compliquées sur les États-Unis. Et au Congo, il y a vraiment beaucoup d'espace. Une autre chose que je peux ajouter juste en passant dans ça, c'est les rewards, donc ce qu'on reçoit après avoir investi au Congo, et, soit après avoir investi en Afrique. C'est quoi? Je suis un chercheur par expérience et c'est ce que j'ai fait pour vivre. J'ai fait des recherches. Aux États-Unis, les chercheurs comme moi, il y a des milliers de chercheurs comme moi. À chaque fois que je publie, parfois, je dis que non, bon, je viens de publier un document et c'est le meilleur et tout. Et puis, juste peut-être la même semaine, la semaine prochaine, quelqu'un d'autre publie et on oublie complètement ce que toi, tu as fait avant. Et avant, donc, ça devient comme si tu ajoutais une goutte d'eau dans l'océan. Alors qu'au Congo et en Afrique, ce que tu amènes, c'est tout ce que tout le monde a.
c'est tout ce que tout le monde compte sur seulement la chose que tu es en train d'amener. C'est ce qui m'a beaucoup plus motivé d'aller en Afrique. Donc, pas seulement que je suis en train de redonner, mais c'est aussi que non, je suis en train aussi de donner la valeur à mes travaux. Parce que aider 2000 personnes en Afrique, 2000 personnes en Afrique a beaucoup plus d'impact qu'aider 50 000 personnes aux États-Unis. Donc, en regardant ce que les États-Unis est et ce que l'Afrique est, c'est un peu ça la motivation. Ah, merci beaucoup, Adam, intéressant. Je vais directement changer. Là, on était aux États-Unis. Revenons un peu en Afrique, précisément au Bénin, pour comprendre aussi la grande motivation. Roland, quelle est la motivation qui vous a poussé à vous lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat? Je sais que c'est pas facile, quoi. Oui, merci de me donner l'occasion de l'exprimer. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un processus. On grandit avec des convictions et en grandissant, on apprend des choses, on confirme des choses. Et de ces choses qu'on confirme, on décide de mettre en valeur certaines ou d'autres. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert quand j'étais en deuxième année. C'est vrai que plus tôt, j'étais beaucoup plus dans ma logique de dire « Ah, mais moi, je ne suis pas du genre de personne à rester dans une routine quotidienne de travail. Donc, j'aime fouiller, j'aime essayer, j'aime chercher de nouvelles choses. Et quand, en 2014, je découvre pour la première fois les expressions comme start-up, c'est-à-dire jeune entrepreneur, je me dis, oui, c'est quelque chose qui me parle. Et en même temps, je le découvre dans un contexte où on reconnaît le savoir-faire, on reconnaît la capacité que nous avons à faire des choses. Et plus spécifiquement dans la technologie, parce que généralement, on perçoit la technologie comme une chose étrangère dans nos pays, une chose destinée à des gens qui sont ailleurs, si je ne me trompe pas à le dire, à des blancs. Donc, quand nous découvrons que oui, ce n'est pas si magique que ça, qu'on peut essayer des choses chez nous et réussir, on s'est dit, au-delà de savoir le faire, il faut pouvoir le transformer en valeur, en expérience et donc, oui, en entreprise. Donc, c'est un peu ça. Intéressant. En tout cas, je suis directement motivé, je vous assure. Et c'est comme si demain, je vais commencer déjà une entreprise. C'est pas facile. Mais bon, directement, avant de procéder à la deuxième question pour nos panélistes, je veux rappeler que il y a la traduction qui est disponible, hein, en fait. Et rassurez-vous que si vous n'êtes pas francophone à l'origine, allez directement là-bas pour suivre la version anglaise de l'événement. Et voilà, c'est un peu ça, ce que je voulais rappeler, mais également rassurez-vous que constamment, vous êtes en train de couper votre micro pour procéder très bien. Alors, la deuxième question, c'est sûr, la plupart des gens sont en train de se demander ça. Là, je vais directement avec Adam. Quels sont les deux plus grands défis que vous avez rencontrés ou que vous continuez toujours à rencontrer au cours de la gestion de votre entreprise qui est en RDC et vous êtes aux États-Unis? Je sais que ce n'est pas un truc facile aussi à gérer. Oui, en fait, c'est pas un truc facile, mais je peux appeler ça défi, mais dans un autre sens, moi, je vois ça comme des opportunités. Vous voyez, je suis un entrepreneur et dans l'entrepreneuriat, on n'est pas close-minded, donc on n'a pas l'esprit sur une chose. On ouvre l'esprit, on ouvre la pensée, on essaie beaucoup plus de réfléchir un peu en avance. Le plus grand défi que nous avons fait face au Congo en tant qu'entreprise, c'est le problème des infrastructures. Et bon, au Congo, précisément à Goma, on a un problème de courant, on a un problème de l'accès à l'Internet, on a un problème manufacturing, donc il n'y a pas vraiment des usines où fabriquer quelque chose. Et quand vous êtes dans la technologie, bon, pour les gens qui sont dans les softwares, peut-être c'est un peu beaucoup plus simple parce qu'ils utilisent que le cloud, donc c'est le seul défi qu'ils font face, c'est l'Internet. Et nous sommes aussi dans les softwares, mais nous sommes aussi beaucoup plus dans les hardware. Et dans les hardware, donc nous devons compter sur la Chine pour nous amener des choses. Le Congo importe tout. Il n'y a pas d'usine, on ne fabrique rien dans le pays. On importe même le sucre à Goma. Alors,
Donc, imaginez-vous déjà ces problèmes-là que nous faisons face. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de l'infrastructure. C'est un très grand problème au Congo. Et aussi, comme je ne suis pas là physiquement, c'est-à-dire que non, bon, que je me suis toujours dit que non, si vous voulez que les choses se passent bien, vous devez faire ça vous-même. Alors, donc, bon, la distance aussi fait défaut, mais aussi, ce qui aussi crée des complications, c'est au niveau de la corruption au Congo et au niveau de la gestion, je peux dire politico-administrative du pays, où les taxes au Congo sont vraiment exorbitantes par rapport même aux États-Unis. Donc, le Congo, vraiment, la plupart des gens vivent par faute fiscale. Beaucoup d'entrepreneurs ne payent pas de taxes. Et si tu veux suivre vraiment la bonne voie pour opérer au Congo, tu vas faire face à ces grands défis. Donc, il y a la distance, premièrement, il y a les infrastructures qui sont absentes. Et aussi, il y a aussi la question des taxes. Mais pour la question des infrastructures, parce que c'est le plus grand problème, comme je le disais tantôt, que je ne vois pas ça comme un défi, je vois ça beaucoup plus comme une opportunité. Je vais vous donner un exemple. Nous travaillons sur un projet d'électrification. Pourquoi? Parce qu'on était arrivé au pays, on a commencé à travailler et du coup, il n'y a pas d'électricité. Alors, nous sommes des ingénieurs. Avant d'être un entrepreneur, avant d'être tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes premièrement des ingénieurs. Donc, nous réfléchissons un peu. Donc, résoudre les problèmes, c'est ça ce que nous faisons pour vivre. Alors, et dans ce sens-là, nous avons pensé, OK, voilà, il n'y a pas d'électricité, créons de l'électricité pour les gens. Et c'est un projet qui est en cours dans notre compagnie. Et nous sommes ouverts vraiment à toutes les questions. Nous essayons vraiment de poser des questions et d'apporter des solutions si cela a aussi une valeur commerciale. On ne peut pas notamment se dire que non, il y a ces problèmes, il y a ces défis. S'il n'y a pas une valeur commerciale, bon, ce sera difficile qu'on puisse tout régler dans le pays. C'est un peu ça. Alors, merci vraiment Adam pour cette intervention. Je comprends que tout comme en RDC et dans beaucoup d'autres pays en Afrique, il y aura toujours ces grands défis-là, le problème de taxation, les problèmes qui sont toujours liés à l'Internet, l'électricité, tout ça. Et donc, ce sont des opportunités pour nous, les entrepreneurs, ou peut-être les chercheurs, à vouloir développer des solutions par rapport à cela. C'est une intervention tellement riche. Mais avant de sauter chez Roland, aussi de comprendre la perspective au niveau du Bénin, je vais rappeler que il y a Credo qui est toujours dans les chats et donc il est en train de suivre tout ce que vous pouvez poser comme question au niveau de là. Et sentez-vous à l'aise en tout cas, sentez-vous à l'aise de poser toutes vos questions, je vais dire, au niveau du chat. Alors, Roland, je reviens vers vous. Allons au Bénin. Euh, Je vais comprendre aussi la même chose, comme on était en train de voir le défi qu'Adam est en train de faire en train de faire face avec son entreprise. Je vais aussi comprendre les défis que vous êtes en train de faire face au niveau du Bénin. Et voilà, si vous pouvez parler de ça, ce serait mieux, 2 ou 3. Je pense que le défi lui-même, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Et si vous n'aimez pas les défis, vous n'essayez pas. Si vous entrez en entrepreneuriat aussi, c'est parce que vous avez identifié des défis à relever. Sinon, vous dormirez. Donc, voilà. De façon concrète, ce à quoi nous on fait face en interne, c'est pratiquement la même chose que ce qui est expliqué par Héritier tout à l'heure. Mais nous, c'est vrai, on a aussi hardware, software. Essentiellement, on va parler de ce qui est software parce que c'est ce dans quoi on s'investit le plus. Et l'un des plus gros défis déjà, c'est que vous êtes dans un secteur que des gens ne comprennent pas forcément. Je vais vous l'expliquer par exemple de façon simple en termes de fiscalité, puisqu'il en a parlé tout à l'heure. On n'arrive pas forcément à évaluer ce qui constitue vos charges, ce qui constitue vos actifs, parce que vous n'êtes pas forcément dans le physique. Hein. Les actifs, ils comprennent mieux quand ils les voient. Et lorsque vous leur expliquez qu'une licence de logiciel est un actif, ce n'est pas forcément quelque chose que même le comptable que vous pouvez déjà employer comprend forcément. On est dans un secteur où le jargon est un peu différent, les réalités sont un peu différentes. Les charges ne sont pas perçues de la même façon par tout le monde.
Et puisque la fiscalité repose sur la compréhension de ces choses-là, parfois vous avez l'impression qu'on ne comprend pas vos réalités ou vous imposer les impôts que vous voulez bien avoir du plaisir à payer. Ensuite, il y a la ressource humaine qui est confrontée à deux réalités. La première étant la qualité de la ressource humaine, c'est-à-dire que aujourd'hui, les écoles sont très commerciales et donc parfois elles se concentrent beaucoup plus sur le suivi des programmes que sur la qualité de la formation qui est donnée aux étudiants. Du coup, on a des étudiants qui sont parfois en licence, en master informatique, avec des compétences supposées, mais quand vous les avez en face et que vous voulez les utiliser, vous rencontrez quand même beaucoup de difficultés. Donc, il y a la qualité de la main-d'œuvre. Et le revers aussi, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que lorsque la main-d'œuvre est de qualité, plutôt que de vouloir collaborer sur des projets, plutôt que de vouloir se faire employés, et ça, on ne peut que l'applaudir aussi, hein. Les gens sont beaucoup plus orientés vers l'auto-entrepreneuriat, vers le freelance, et donc recruter n'est pas toujours évident. Ça, par exemple, c'est un autre défi auquel on fait face. Et s'il faut parler de troisième niveau de défi, je pense que c'est aussi financier quelque part, mais bon, le but n'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, c'est de savoir utiliser ce qu'on a pour atteindre des résultats qu'on espère, les objectifs qu'on se fixe. Et j'ose espérer que nos interventions restent quand même attachées au thème, c'est-à-dire permettre à nos frères qui sont encore étudiants, même si je ne me considère pas tant que ça, pas étudiant, de comprendre ce que nous disons et de se préparer si en temps la voie de l'entrepreneuriat les intéresse. Merci beaucoup, Roland. Merci en tout cas pour cette intervention. Mais je vais conseiller, dès que vous parlez, rassurez-vous que votre micro est un peu rapproché. Comme ça, on va vous capter 5 sur 5, quoi. OK? Alors, d'accord. Alors, chers amis, n'hésitez pas toujours de poser vos questions dans les chats. Nous, on est en train de monitorer ces questions au niveau de là et c'est sûr, on va revenir vers vous dès que possible. OK? Alors, on va essayer un peu de nager dans la question du jour même. Comme vous le savez très bien, on est en train de vouloir trouver l'équilibre ou la balance entre la vie académique, mais également la vie de l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, quoi. Alors, cela étant, vous allez comprendre que c'est toujours difficile quand vous êtes étudiant et c'est un peu de vous lancer de l'autre côté. Ce n'est pas un chemin vraiment facile. OK? Alors, moi, je suis intéressé à savoir, de nos panélistes, comment est-ce que vous avez su trouver cet équilibre entre l'étude ou les études et votre carrière d'entrepreneur? Par exemple, chez Adam. Adam qui est toujours dans la vie académique et toujours aussi dans la vie de l'entrepreneuriat. Et vous comprenez, donc lui, il est déjà en train de balancer cela, en train de trouver l'équilibre d'ici et là. Et j'imagine que c'est un défi déjà. Alors, Adam, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu comment est-ce que vous trouvez du balance là-dessus? Absolument. En fait, vraiment c'est un défi. Hein. Ce n'est pas du tout facile parce que ce sont deux mondes qui sont complètement différents. Pourquoi? Parce que je crois Roland parlait tantôt du système académique ou soit du système de l'école. Je crois que c'est partout. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a un problème dans la formation. Les études sont complètement différentes de la vraie vie. Je suis un ingénieur. À l'école, on nous apprend la mécanique classique. On nous apprend comment, donc, tout le système traditionnel. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus différent. Là, c'est un peu comme un pont entre les études et la technologie. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas c'est la vie qui nous apprend. Alors, donc, je peux dire que créer
l'équilibre là, c'est quelque chose qui n'est pas notamment simple, mais ce que je fais personnellement, c'est que je prenais des petites étapes. Premièrement, je me suis fait former. Donc, j'étais un étudiant en Polytechnique, mais j'étais intéressé par l'entrepreneuriat. Donc, j'ai passé beaucoup plus de mon temps à apprendre à lire. Il y a des livres comme Zero to One de Peter Thiel. Il y a des livres comme Lean Startup. I think son nom c'est Eric something. Et puis il y a plusieurs autres livres, plusieurs autres manuels que moi, personnellement, j'étais en train d'y aller pour mes ressources. Et à part ça, à l'université, comme j'étais aussi boursier, j'étais aussi capable de prendre des cours de business et des affaires pour essayer un peu de comprendre dans ces domaines-là comment ça se passe. Et en fusionnant les deux, je me suis retrouvé maintenant devant un challenge, donc une question, une technologie qui m'était inspirée, je crois que c'était en 2018. J'étais encore à l'université, c'était ma dernière année de licence. Non, c'était 2017. Et du coup, quand j'ai présenté cette technologie-là, à l'université même, on m'a dit, oh voilà que non, cette technologie peut recevoir un patent. Donc, peut être une propriété intellectuelle. Oh, j'ai dit, oh oui, ok. Directement, je crois qu'on a commencé à m'initier à l'entrepreneuriat. J'ai eu des mentors, donc les gens qui étaient beaucoup plus ancrés dans l'entrepreneuriat, qui ont commencé des zéros, aujourd'hui ils font des millions. Ils m'ont aidé avec des conseils par-ci, par-là. Je suis un homme curieux par défaut. Donc je suis une personne, même quand je suis en classe, mes professeurs ont du mal à me garder, donc, au soit à travailler avec moi parfois. Si le professeur n'est pas aussi bon, si le professeur ne sait pas, parce que je pose toujours la question, pourquoi c'est important? Dans la vraie vie, ça nous amène où? Et en posant des questions pareilles, j'ai pu trouver aussi des réponses qui m'ont donné des solutions. Et lorsque tu as une solution, parce que la différence entre juste un ingénieur simple et un entrepreneur, c'est l'idée. Dès que tu as l'idée et tu as les outils, c'est ça la Polytechnique, c'est ça les études que tu as fait, c'est quand maintenant tu arrives à accomplir quelque chose. Alors, donc, je me suis lancé premièrement. Donc, j'ai eu des mentors. Je me suis fait former. Donc, en prenant, c'est gratuit, la plupart de ces cours ici, sur Internet, sur YouTube, partout, c'est gratuit. Je me suis fait former personnellement sur certaines choses en entrepreneuriat. J'étais dans une communauté. Donc, à l'université où j'étais, il y avait ce qu'on appelait Innovation Hub. Donc, c'était une place où c'était une communauté à Texas Tech, des entrepreneurs ou ça, des gens qui sont aspirés, qui ont de l'aspiration dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis fait partie de ça. Et aussi, bon, parfois, ça vient avec un grand challenge parce que je devais aussi maintenir une bonne moyenne à l'école. C'est là où maintenant, ça devenait un problème. Je me rappelle le semestre où j'ai commencé, ma moyenne a baissé. Le plus bas que j'ai eu, je crois que c'était pour les gens qui sont familiers avec le système américain, c'était la toute première fois que j'ai fait un C. Dans une classe. Et pour moi, c'était vraiment, c'était un peu dévasté là. Je n'avais pas beaucoup de temps pour un seul cours. Le reste des cours, je pouvais quand même bien le faire. Mais il y avait un cours qui nécessitait beaucoup plus d'attention que je n'ai pas pu. Et j'ai à peine réussi dans cette classe-là. Et ça a fait un peu sombrer ma moyenne pendant le même semestre. Et après maintenant, je me suis plus ressaisi. Le semestre qui a suivi, j'ai créé un programme. Je faisais pour le projet du Congo, par exemple, ce que je voulais faire au Congo, j'avais quelque chose que j'appelais 30 minutes for Congo. Donc, je faisais quelque chose où chaque jour, j'ai donné 30 minutes pour réfléchir. Parfois, je n'écris rien, parfois, je ne fais rien. Parfois, je suis juste quelque part en train de réfléchir. Pendant 30 minutes, j'essaie un peu de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire au Congo? Que ce soit la politique, que ce soit tout, dans tous les domaines. J'essaie un peu de m'efforcer à y investir le temps. Parce que le petit pas là, c'est ce qui t'amène à de grandes choses. Donc, si tu investis le temps, parfois, c'est le temps là, tu peux utiliser le temps là à faire des vidéo games, à jouer des jeux vidéo avec tes amis. Mais si tu investis les 30 minutes là par jour, ça fait à peu près par semaine, j'ai investi une affaire de 3 heures. 3-4 heures par semaine sur un projet.
si je le fais, et après, bon, si même tu investis ça à apprendre quelque chose, investis ça dans apprendre même des cours sur LinkedIn et tout ça, et au final, tu te retrouves maintenant avec le bagage que tu as besoin pour te lancer. Et après ça, c'est juste, donc, tout commence à couler, tu commences à t'habituer. Mais ça devient différent maintenant quand tu es un étudiant de doctorat. Parce qu'un étudiant de doctorat, je peux appeler ça comme un conflit d'intérêts. Donc, tu travailles, aux États-Unis, nous sommes payés pour être étudiants de doctorat, surtout en Polytechnique, parce que nos travaux, c'est ce qui font avancer vraiment les États-Unis. Donc, on investit beaucoup plus sur nous. Et alors, donc, il y a déjà un contrat que tu as signé là-bas, que tu dois investir beaucoup de temps. Et au même moment, parfois, tu te retrouves devant, par exemple, un projet que moi, je crois que ce projet sera rentable financièrement. Mais ce projet-là aussi a à voir avec mes recherches à l'université. Il y a maintenant un conflit d'intérêts là, surtout une question de propriété intellectuelle, comme l'une des premières technologies que j'ai créées à l'université. L'université m'a dit que voilà, cette technologie appartient à l'université. Donc, tout ce que tu auras sur ça, que ce soit, toi, tu n'as que ton nom inscrit sur la technologie. Et on a eu des discussions. On est arrivé à un moment où ils ont dit qu'ils prennent 60%. Moi, je garde 40%. Et ça a fait que je n'étais pas d'accord. On a beaucoup plus discuté. Et enfin, heureusement que j'étais à la fin de mon contrat avec l'université. Directement, j'ai juste abandonné le travail et je n'ai pas continué ça. Et du coup, on a maintenant lancé le même projet là au Congo en tant que compagnie et nous sommes en train d'y travailler. Alors, donc, au niveau des doctorats, c'est beaucoup plus compliqué qu'au niveau des peut-être master ou au niveau des bachelor. Parce qu'au niveau des doctorats, c'est un travail que tu es en train de faire. Donc, c'est comme si tout ce que tu réfléchissais appartenait à l'université. Et aussi, l'investissement des temps devient beaucoup plus compliqué parce que dans le doctorat, pour ceux qui peut-être sont familiers du système, il n'y a pas le temps comme on avait à l'université où tu pars à l'école, tu fais tes devoirs et c'est tout. Donc là, tu pars à l'école. Parfois, tu ne pars même pas à l'école. Parfois, comme tout un semestre, je ne passe que le temps dans un laboratoire en train de travailler. Et parfois, donc c'est au ce niveau-là où parfois tu trouves une idée là-bas que l'université veut s'approprier. Ou soit, si tu te gardes avec cette idée-là, tu n'as pas le temps pour implémenter ça. Alors, ce qui m'a aussi aidé, pour ne pas être très long, je crois que j'ai déjà parlé plus de 5 minutes maintenant, ce qui m'a beaucoup plus aussi aidé, c'est l'effectiveness, donc le niveau de travail de mon équipe sur terrain à Goma. Donc, vraiment, j'applaudis s'il y a quelqu'un de mon équipe qui est là. Je suis vraiment très reconnaissant de mon équipe. Je ne suis pas sur le terrain, mais ce sont des gens qui matérialisent tout ce qui se passe dans ma tête. Dès que je dis quelque chose directement, j'ai des gens, donc il y a toute une organisation qui est là, qui regarde la vision. Il suit exactement ce que nous devons faire et il m'apporte plus d'ailleurs des solutions que ce que j'avais proposé comme solution. Et cela nous permet d'avancer parce que comme un leader, j'ai fait donc, I delegate, j'ai distribué un peu les tâches et en distribuant les tâches, ça nous permet aussi d'avancer comme une compagnie. Donc, surtout, ne faut pas travailler seul. Si vous travaillez seul là, c'est vraiment compliqué d'avancer. Mais si vous avez toute une équipe, je crois que ça marche. Merci beaucoup, Adam. En tout cas, c'est quelque chose qui inspire. La plupart des gens, c'est sûr, ils sont en train de faire face à ces genres de défis, quoi. Ils ne savent pas comment est-ce ils doivent gérer ce conflit d'intérêts qui doit être sûrement une évidence pour quelqu'un qui est en train de vouloir balancer les deux. Et voilà. Et je vous rappelle en tout cas que Bora Technology, c'est une des organisations qui sont en train de grandir, quoi, tu vois, et avec un très grand impact au niveau de la société. Ils sont en train de résoudre les problèmes comme par exemple les problèmes liés au manque d'emploi, les problèmes liés à l'inflation économique, les problèmes liés en tout cas, beaucoup de problèmes qui sont en train de trouver solution grâce à cette organisation, quoi. Et si vous l'avez déjà vu sur le background d'Adam, il y a ce qu'on appelle Bora Technology et c'est intéressant en tout cas. Alors, sans tarder, je vais directement m'envoler
Là, je suis en train de partir déjà au Bénin, où je vais récupérer Roland, encore une fois, et demander la même question. Comment est-ce que vous trouvez, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre l'entrepreneuriat et la vie académique? Je vous rappelle, excusez, avant que Roland intervienne, c'est que ces gens, les panélistes qu'on a maintenant, ce sont des jeunes comme nous, comme vous et comme tout le monde ici, vous voyez? Et donc, il faut pas le regarder comme des gens qui sont déjà à 10 ans d'expérience avec leurs entreprises. Non, pas du tout. Ils sont en train de commencer et déjà avec l'élan qu'ils sont en train de prendre, ça, c'est quelque chose qui donne de l'espoir pour notre continent qu'on aime beaucoup, tous ici. Alors, Roland, vous pouvez prendre la parole et nous parler un tout petit peu de comment est-ce que vous faites. Bien, j'espère que le volume il est bon et qu'on m'entend très bien cette fois. Déjà, quand on est étudiant, il faut identifier, quand on est étudiant et entrepreneur, à quel type de difficultés on peut avoir à faire face. Parce que pour pouvoir concilier les deux, il faut voir quelles sont les menaces que l'un peut représenter pour l'autre. Donc, étudiant, déjà, vous payez une scolarité avec des objectifs de notes à atteindre, avec des objectifs de moyenne à atteindre pour vous et parfois pour vos parents qui s'investissent pour vous. Et entrepreneur, vous avez la responsabilité de faire tourner votre entreprise, de faire grandir vos idées, de supporter des charges, de gagner de l'argent, de gérer une équipe. Donc, les réalités ne sont pas forcément les mêmes, comme le disait Héritier tout à l'heure. En tant qu'étudiant et entrepreneur, comment on essaye de trouver l'équilibre? Moi, je pense que l'entrepreneuriat va au-delà de la formation qu'on vous donne à l'école. Donc, l'un des premiers objectifs, c'est de se faire former. L'un des premiers besoins, c'est de se faire former. Se faire former en entrepreneuriat. Et justement, pour réussir à faire cette formation-là, ce n'est pas forcément, parce qu'on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément un centre de formation où vous payez pour vous faire accompagner en tant que tel. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'Internet et on peut apprendre énormément avec. On peut aller à des conférences, on peut aller à des séances d'échange pour permettre, pour échanger, pour rencontrer des gens, pour partager ce qu'on connaît et apprendre de ce que les autres ont à offrir. Donc, se faire former, sortir de son cocon d'étudiant, aller à la rencontre de l'information, à la rencontre des gens qui sont en avance sur vous, qui font pratiquement la même chose que vous. Je pense aussi qu'il faut, au-delà de la formation, s'informer. Parce que suivant le pays dans lequel on est, créer une entreprise, il faut suivre une procédure. Et la procédure est administrative. Donc, il faut s'informer et savoir comment ça se passe dans votre pays pour créer une entreprise, pour tenir une entreprise, comment faire face aux exigences de l'entreprise. C'est-à-dire, vous êtes étudiant, c'est vrai, mais vous allez payer des impôts, hein, vous allez payer des salaires. Donc, comment on fait pour trouver l'équilibre entre ces éléments-là? Et aussi, il ne faut pas s'encombrer de charges inutiles, je pense. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est en train de commencer une entreprise qu'on a un petit capital qu'il faut s'investir dans tous les sens, dans l'acquisition de charges dont on n'a pas forcément besoin. Donc, essayer d'identifier qu'est-ce qui est prioritaire pour nous dans l'atteinte de nos objectifs et se concentrer essentiellement sur ça. Bien, je dis tout ça comme si je donnais des règles en entreprise, mais ce n'est pas le cas. Le plus important aussi en entreprise, l'expérience. Donc, vous essayez beaucoup de choses, vous arrivez à identifier qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et en fonction de vous, vos objectifs, vous choisissez ce que vous pouvez ou pas. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'essayais l'entrepreneuriat, c'est aussi les compétitions. Des compétitions auxquelles vous essayez de rencontrer du monde, mais aussi vous essayez d'avoir parfois du financement. Vous essayez de recevoir de la formation parce qu'il y a des incubations, il y a des propulsions qui sont offertes au niveau de ces programmes-là. Et plus important que tout ce que je suis en train de dire,
il faut identifier un besoin. Parce qu'il ne s'agit pas juste de vouloir entreprendre. L'entrepreneuriat, je pense que ce n'est pas une cause qu'il faut défendre avec des pancartes dans la rue. C'est de la préparation, c'est de l'identification de besoins, c'est des réponses à apporter aux problèmes que les gens ont. Et oui, quand on identifie un problème et qu'on trouve qu'on a une solution à ça, ça peut être intéressant de se lancer, même quand on est étudiant. Et ce qui est intéressant de le faire quand on est étudiant, c'est qu'on a très peu de charges. On a très peu de charges, on est encore jeune, avec très peu de responsabilités qu'on peut en avoir d'ici 3 ans, 5 ans, quand on aura fini ses études. Donc, on a plus de liberté à échouer, si vous voulez, si je peux le dire ainsi. Et bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à réussir quand même en entrepreneuriat sans avoir échoué. Pour moi, l'échec fait partie du processus. Et pouvoir le faire tôt, se faire assez d'expérience, même quand vous lisez et que vous apprenez en écoutant les autres, ce n'est jamais comme ce que vous faites par vous-même. Donc, il faut commencer tôt, échouer suffisamment tôt pour que quand les charges commencent pas à grandir, vous ayez assez d'expérience pour y faire face. Moi, étudiant, je me rappelle, j'allais au BTS quand je faisais ma première expérience entrepreneuriale. C'est vraiment à travers une compétition. Et j'allais au BTS, comme je le disais, il fallait réviser, être bon pour supporter l'épreuve qui sera à laquelle on sera soumise et avoir une bonne moyenne. Bon, je révisais pour ma composition de BTS. Quand on m'appelle pour ma compétition pour me dire, écoutez, vous êtes en finale et il faut développer une application en 6 semaines. Donc, vous voyez, donc parfois, il y a l'urgence qu'il faut pouvoir identifier. Il faut pouvoir prioriser certaines choses par rapport à d'autres et voilà, résoudre des problèmes. Le plus important, c'est de se faire plaisir. Il ne s'agit pas juste d'entreprendre pour impressionner les gens. Si ça vous intéresse, vous essayez, vous acceptez les échecs, le parcours qui va avec. Et si un jour vous identifiez que vous avez mieux à faire, je pense qu'il ne devrait pas avoir de malaise à aller se renforcer pour revenir un peu plus fort. Mais toujours est-il que je retiens encore une fois qu'il faut vouloir répondre à un besoin, un problème identifié dans sa communauté peut-être ou dans une autre communauté et surtout se faire plaisir. C'est ce qui compte. En tout cas, la réponse, elle est riche, hein, je dirais. Et de deux panélistes, de deux côtés, des côtés États-Unis, prime RDC, et voilà, même aussi au Bénin. Alors, très vite fait, on est en train de chuter, on est en train de finir notre événement d'aujourd'hui, mais il y a une question qui a fait débat, un grand débat d'ailleurs, dans la communauté francophone au niveau de la plateforme Baobab. Et j'aimerais juste lancer cette question ici. Comme ça, j'aurai l'avis d'Adam et Roland. Et c'est sûr, n'hésitez pas à mettre aussi votre avis dans les chats, ce que vous pensez par rapport à ça. Alors, la question, c'est juste savoir, en tant qu'un entrepreneur, vous avez une startup qui commence déjà, OK? Et est-ce qu'il faut se focaliser beaucoup plus sur ses forces en tant qu'une startup ou plutôt passer du temps à régler ses faiblesses? Je commence par Adam, exact. Ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Je peux dire que ça serait mieux de trouver vraiment de l'équilibre entre les deux. Parce que si vous vous focalisez sur, OK, nous sommes très forts dans ça, nous sommes très forts dans ça, c'est qu'une très bonne chose en voyant, donc, c'est que what you hit the market with, donc, la chose qui vous envoie beaucoup plus sur le marché. Et le problème avec ça est que vous oubliez souvent des petites choses là qui sont en train de vous freiner. Et de l'autre côté, si vous voulez s'occuper de vos faiblesses, le problème est que vous n'allez jamais avancer. C'est un problème. Donc, vous n'irez nulle part. Vous serez toujours en train d'arranger ça. Surtout si on travaille au Congo, comme je l'ai dit. Le défi que nous avons au Congo, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'Internet. OK, si on s'est dit aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qu'on débat toujours avec mes collègues à Boa, et que, OK, aujourd'hui, il n'y a pas eu de courant, nous nous sommes assis, on n'a rien fait. Comment ça?
On n'a pas de courant, c'est vrai, c'est une faiblesse, il n'y a pas de courant, mais on doit trouver une solution. Et je me rappelle au début, d'ailleurs, je vais vraiment encore applaudir mon équipe, surtout au début, l'année passée, on a commencé, c'était au milieu de la pandémie, et il y avait vraiment trop de difficultés partout au monde, et le Congo n'était pas vraiment épargné. Mais quand même, on avait des gens qui, bien que les défis, OK, il n'y a pas de courant ici, je vais quitter là-bas, je vais aller même au coin chez... Juste, nous devons faire ces modèles ici, nous devons soumettre ces systèmes. Et voilà, il part même au coin, cabine de téléphone, je ne sais pas, quelqu'un a allumé un groupe électrogène, il a branché là-bas. Ce sont des faiblesses qu'on a et que chez nous, encore, comme je peux dire que ce sont des opportunités, ce sont des solutions que nous pouvons résoudre. Une autre chose est vraiment très importante, très importante. Vous devez avancer. C'est très important, que ce soit en réglant vos faiblesses, en vous focalisant sur vos forces, vous devez du tout prix faire aller de l'avant. Et comment on avance dans l'entrepreneuriat? On avance en se focalisant sur les clients. Si vous créez une technologie, si vous créez un produit, si vous vendez quelque chose, si le client ne veut pas ça, chercher autre chose à faire, ou soit améliorer ça. C'est ça même la faiblesse dans l'entrepreneuriat. Donc la faiblesse, ce n'est pas manque de ceci, manque de cela, manque d'argent, non. La faiblesse, c'est une mauvaise étude du marché. Si les gens ne veulent pas de vos produits, vous n'allez pas aller de l'avant. À part Bora Technologies, je vais vous donner juste un exemple concret. À part Bora Technologies, il y a 2 semaines, nous venons de lancer une nouvelle compagnie à Goma cette fois-ci, toujours à Goma, parce que même Bora se trouve à Goma, mais juste non loin du siège social de Bora, nous avons ouvert une nouvelle entreprise, Exquisite Juice Bar. C'est une entreprise de production de jus, vraiment de très bonne qualité. On a vraiment beaucoup investi sur ça. Et au début, on se disait que voilà, nous allons produire du smoothie. Nous allons produire du smoothie et le smoothie, bon, ceux qui sont, je crois peut-être tout le monde est familier des smoothies. Et nous sommes arrivés sur les marchés et nous avons eu un problème. Pourquoi? Parce que la manière dont on doit vendre les choses au Congo, ce n'est pas la même manière qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous ouvrez vos portes, vous attendez les clients. Au Congo, ce n'est pas nécessaire. Au Congo, les gens qui font l'argent sont des vendeurs ambulants. Donc, peut-être partout en Afrique aussi, pour ceux qui sont familiers, ils savent ça. Que si vous voulez vendre un biscuit, vous voulez vendre n'importe quoi, vous devez amener ça directement à la porte de quelqu'un. Nécessairement. Premièrement, c'est la meilleure façon. Alors, on s'est dit que voilà, nous allons commencer à porter des smoothies dans la rue. Et le problème avec les smoothies est que ça s'abîme rapidement. Donc, on a une autonomie de 4 heures du temps. Nous retrouvons les clients, vous disent, oh, là, ça va, vos produits marchent, mais ça s'abîme. Et du coup, on n'a plus de marché pour les smoothies. Ça devient une faiblesse que pendant, je crois, 2 ou 3 jours, on a passé du temps à essayer de résoudre cette faiblesse-là. Et du coup, je me suis retrouvé et dit que non, ça ne devait pas être une solution. Quels sont les autres produits que nous pouvons produire avec les mêmes machines et que la population, que le client voudra acheter? Et nous nous sommes dit que voilà, on sera toujours en train de produire nos smoothies, mais on va produire aussi du jus naturel. Tout le monde aime du jus naturel. Donc, on part dans des restaurants, il y a beaucoup de commerce, beaucoup de publicité contre les sodas que les gens aiment. On n'a même pas besoin de faire des publicités contre les sodas parce que quelqu'un a déjà fait ça. Les gens aiment les jus naturels. Et du coup, nous nous sommes retrouvés qu'on a beaucoup de jus. On a maintenant un grand marché. On a maintenant beaucoup plus de commandes. On a maintenant beaucoup plus de clients parce que nous avons juste essayé de changer ces produits-là, quitter les smoothies ou soit garder les smoothies qui est pour la consommation au niveau du bar parce que c'est un bar à jus et à smoothie. La consommation au niveau du bar. Et maintenant, nous produisons maintenant une grande quantité de jus naturels que nous distribuons dans la communauté, que les gens passent maintenant des commandes. Je crois 2 semaines de fonctionnement, on a déjà une grande clientèle, je pourrais dire. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça, donc c'est focaliser beaucoup plus sur les clients, que ça soit faiblesse, que ça soit force, ça doit être sur les clients, pas
sur l'entreprise soit en train de tournoyer à l'intérieur de votre propre D'accord. système. C'est un peu ma réponse à ça. Merci beaucoup, Adam, pour ça. Vite fait, Roland, j'aimerais avoir votre avis et après on sera en train de chuter parce que le temps commence déjà à couler. On doit déjà avoir une session des questions-réponses. Roland, vous êtes là? Oui, Est-ce je qu'il faut suis se là. focaliser sur ses forces ou sur ses faiblesses en tant qu'il y a une start-up? Comme ça a été dit, il faut trouver l'équilibre entre ces deux. Je pense que seul l'objectif de l'entreprise, si une force peut devenir une faiblesse et la faiblesse peut rapidement se transformer en force quand on y travaille. Donc, Est-ce que vous pouvez rapprocher c'est votre micro, s'il vous toujours plaît? comme... D'accord, vous m'entendez? C'est mieux là? Je crois que là, je vous capte. Super. Donc, je disais que la faiblesse peut très rapidement devenir une force et la force peut le lendemain se transformer en faiblesse. Toujours est-il que l'objectif de l'entreprise ne change pas. Et comme ça a été expliqué tout à l'heure, l'objectif, c'est de vendre à une clientèle. Donc, au risque de me répéter, je dirais que le plus important, c'est de garder l'équilibre, c'est de savoir ce qu'on veut et de travailler pour. Si vous voulez savoir, nous avons travaillé les moyens de paiement en Afrique, on sait ce que c'est. Le taux de bancarisation en Afrique, on sait ce que c'est. Nous avons travaillé sur des solutions numériques qui avaient besoin d'intégrer des moyens de paiement. On a attendu un certain temps avant que ça n'arrive, mais ça ne nous a pas empêché de travailler. Et le temps pendant lequel on était en train de travailler, on a fait une audience qui a permis à ce que lorsque le moyen de paiement soit rendu disponible, que nous puissions rentabiliser cette audience-là. Donc, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je pense que le plus important, c'est de rester focalisé sur ces objectifs et il n'y a pas de règles établies. Hein? L'entrepreneuriat, c'est aussi du risque. Il faut savoir en prendre et assumer les résultats de ces risques-là qui sont pris, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà, merci beaucoup, Roland, pour cette intervention. Alors, comme vous l'avez déjà entendu, le temps est en train de partir très vite. Alors, on aurait vraiment voulu qu'il y ait une session de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à déposer vos questions et voilà, les panélistes seront là pour répondre. D'accord. Merci beaucoup, Aristide, et aussi aux panélistes pour cette belle présentation. Alors, pour le moment, j'ai deux personnes qui ont des questions. On va commencer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vas-y, pose ta question, s'il te plaît. Merci. Merci à nos chers panélistes. J'ai trois questions. Deux questions qui s'adressent à M. Adam et une dernière qui s'adresse à M. Roland. Monsieur Adam, vous avez demandé à ce qu'on s'informe et avoir de l'information. Pour pouvoir créer son entreprise, il faut avoir de l'information, il faut s'informer. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour avoir de l'information en réalité. Quand vous n'êtes pas au pays, mais vous avez pu avoir de l'information, je parle de l'actualité, c'est à partir de là, vous avez sûrement identifié les besoins, dans quel domaine il faut investir et autres. Est-ce que c'est par les médias, les radios, etc.? J'attends votre réponse. La deuxième question, ça concerne le choix des personnes avec qui vous travaillez. Je parle de votre équipe. Est-ce que ce sont des parents ou la famille ou ce sont vos camarades avec qui vous avez étudié au pays avant de quitter? Merci beaucoup. Je vais faire la dernière question à M. Roland en même temps, comme ça ils pourront répondre tous. Monsieur Roland, ma question concernant le besoin, vous avez dit qu'il faut identifier le besoin, il faut savoir identifier le besoin pour ne pas vite fermer son entreprise. Je voudrais savoir, lorsque vous avez identifié le besoin, vous avez proposé une solution. Pour vous, c'est la solution parfaite, c'est la meilleure solution. Mais qu'après ça, quelqu'un d'autre sort cette solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien vrai, vous allez améliorer, mais là encore, ça devient encore de la compétition. Je voudrais savoir comment s'en sortir dans ce cas. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. C'est très bien posé, je crois.
Ce sont vraiment des questions beaucoup plus pertinentes. Pour la première question, pour la question des informations, dans l'entrepreneuriat, on peut trouver les informations partout. Mais je crois, à mon opinion, je n'ai pas vraiment beaucoup eu dans les médias ou soit dans les news. Premièrement, il y a des défis que... J'ai vécu au Congo, personnellement. J'ai vécu au Congo jusqu'à ce que j'avais, je crois, 17 ans, quand je suis allé à l'université. C'est quand j'ai quitté le pays pour venir aux États-Unis. Donc, il y avait déjà des défis sur lesquels on faisait face. Que je pourrais, en ayant maintenant la formation que j'ai eue à l'école de Polytechnique, c'est quand je pourrais maintenant y donner des solutions. Donc, les informations, on trouve ça partout. Et ce que je peux recommander, c'est juste la curiosité. La curiosité. Vous pouvez donc garder vraiment l'oreille vraiment ouverte parce que vous pouvez être en train de discuter avec un parent, avec juste quelqu'un de ta famille, avec un ami au pays, et vous écoutez quelque chose et en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui cherche des solutions, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Et à partir de ça, vous pouvez déjà créer une solution et c'est comme on s'informe. Donc, c'est un peu dans ces sens-là. Et pour votre deuxième question, le choix. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Je crois, M. Roland l'a dit tantôt, ou soit il y a un temps, qu'il y a un problème de formation. Vraiment un très sérieux problème de formation en Afrique. Nous avons investi à peu près une année dans la compagnie de sa création jusqu'en début de cette année où on ne faisait que former les gens. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a compris. Je ne suis pas là physiquement pour tout faire et pour intervenir un peu partout. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Au Congo, dans le système éducatif du Congo, on apprend aux gens vraiment d'être des apprenants. On apprend aux gens de faire quelque chose. Mais on n'apprend pas aux gens de prendre des initiatives. C'est un peu différent des États-Unis, par exemple, où l'école a des heures limitées et on vous donne beaucoup plus de chances de faire partie des organisations au sein de l'université, que ce soit des associations, que ce soit des groupes d'études, des choses pareilles où vous en avez complètement accès. Donc, à part les études, vous avez aussi le temps d'avoir une position de leadership. Et on vous pousse à les faire parce que lorsqu'un employeur vous regarde et que vous n'avez jamais été un leader quelque part, vous n'avez jamais fait quelque chose, on vous arrête directement. Mais au niveau du Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, les gens partent à l'école du matin au soir et il n'y a pas autre chose qu'ils font. Alors, et il faut changer ça. Donc, il faut réveiller ce goût-là des initiatives, de créer des initiatives dans les gens, le leadership dans les gens. On a fait ça pendant une année. Et pour répondre directement à ta question, j'ai une règle, j'emploie selon les capacités. J'avais lancé la demande d'emploi, donc j'avais lancé une offre sur Internet et j'ai eu beaucoup de CV. Les gens m'ont envoyé leur CV, j'ai pu revoir, j'ai pu regarder. Mais pour commencer, parce que je n'étais pas là physiquement, je devais quand même commencer par les gens que je savais. Pas directement dans la famille, parce que dans la famille, peut-être peut y avoir... Nous sommes des Africains, de toute façon. Alors, on doit nécessairement regarder le fait que si tu emploies quelqu'un de votre famille et que peut-être la personne n'est pas qualifiée, ou soit même si la personne est qualifiée, la personne se donne une certaine position à cause de vos affinités. Et j'avais essayé d'éviter ça au début. Au début, j'ai commencé par des gens qui ils étaient des collègues de classe, mais j'ai regardé leurs capacités. Les meilleurs de mes collègues de classe, ce sont les gens avec qui j'ai commencé. Et ils m'ont envoyé leur CV et ils sont passés par la même méthode de recrutement. J'ai fait à peu près, je crois, 2 ou 3 interviews avec chacun. Je les ai donné un projet pour revenir avec des solutions. Ils m'ont donné des solutions. Je les ai lancé un défi d'aller m'amener des solutions qu'ils ont trouvées dans le terrain, sur le terrain. Ils m'ont amené aussi leurs solutions et nous avons transformé ces solutions-là à des projets et maintenant, là, nous sommes maintenant sur les marchés. Donc, c'est un peu ça. Je commence. Donc, en bref, je me suis informé de partout. Donc, j'étais curieux, j'écoute tout le monde. Je suis toujours sur les réseaux sociaux aussi. Je suis toujours disponible là-bas.
Et en deuxième point, j'ai commencé par employer des amis de classe et après maintenant, j'ai recruté maintenant des gens que je ne connaissais pas et qui ensemble ils travaillent et nous donnent des rapports. Et c'est un peu comme nous évoluons. Et chacun a un contrat aussi. Donc, chacun a signé un document et ces documents-là nous permettent un peu quand même d'avancer. Et s'il y a des problèmes, nous pouvons poursuivre quelqu'un d'une manière beaucoup plus juridique. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Très bien répondu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et là, il y avait aussi pour Roland, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, allez-y, monsieur Roland. Donc, je vais essayer une question, si je n'ai pas bien sûr. Monsieur Roland, on a un peu du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez un peu réessayer? Là, vous me recevez, c'est bon? Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Si vous pouvez rester juste comme ça, oui. Ouais, là, c'est parfait. Bah, super. Donc, je vais essayer d'apporter réponse à la question. Je pense que c'est une question de la concurrence. Lorsque vous créez un produit et qu'il y a un concurrent qui se présente sur le marché, bien que vous soyez le premier à penser le produit, comment vous gérez ça? Et pour moi, la concurrence fait partie de l'entrepreneuriat. La concurrence vient vous mettre la pression. La concurrence vient vous amener à être créatif. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément empêcher, mais que vous pouvez utiliser à votre avantage, si je l'exprime correctement. Vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, lorsqu'on prend les téléphones portables, il n'y a pas qu'une seule marque sur le marché. Mais quand vous regardez autour de vous, vous voyez quels sont les téléphones que les gens utilisent. C'est la différenciation. Donc, la concurrence n'a pas à faire peur. C'est quelque chose qui peut arriver, qui va certainement arriver. Donc, c'est à soi, en tant qu'entreprise, de savoir s'adapter, de savoir trouver des solutions pour être toujours la solution aux besoins des gens que nous essayons le besoin que nous essayons auquel nous essayons de répondre. Voilà. J'espère que j'ai donné une réponse. Je ne sais pas si elle est convaincante, mais bon, c'est comme ça que je l'entends. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. Et aussi merci à Adam et aussi à vous, monsieur Roland, pour ces réponses tellement détaillées que j'espère bien qu'ils vont aider ainsi que les autres qui sont ici. Alors, la deuxième question ou la deuxième personne qui a une question, c'est il est aussi étudiant comme à Bomé-Calavi au Bénin. Tu es là? Oui, je suis là, monsieur Credo. Voilà, à toi la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à nos panélistes de ce soir. Je suis vraiment ravi du sujet. Et j'ai des questions pour nos panélistes plutôt. Mes questions s'adressent d'abord à monsieur Adam. Tout d'abord, vous avez parlé de la performance à l'école parce que si nous allons faire la combinaison entre les études et l'entrepreneuriat, c'est du challenge. C'est autre chose carrément parce que c'est deux différentes trajectoires que nous voulons emprunter. Donc, c'est tellement difficile d'emprunter les deux à la fois. Vous savez que c'est le projet d'études qui détermine le projet professionnel. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas bien à comprendre tes devoirs du côté académique, entreprendre dans le monde professionnel, c'est un peu difficile. Difficile dans le sens que, tout d'abord, tu as fait une formation en génie mécanique. Tu as fait la mécanique et donc, il faut avoir des bases d'abord à l'école avant de bien implémenter les processus d'innovation sur le terrain parce que c'est tout au moins les compétences que tu auras besoin sur le terrain. Maintenant, quand on ne suit pas les cours, parce que ça se passe exactement à mon niveau aussi. Moi aussi, je suis dans une formation en énergie. Étant en mécanique, tu connais très bien aussi l'énergie de l'autre côté. La question là, vous savez, on s'est dit, bon, on absente les cours à l'école. Bien sûr, on absente les cours à l'école, on ne suit pas bien les cours. Voilà que c'est un projet d'études. Et c'est les formations acquises là-bas, les compétences acquises là-bas qui te permettent de bien travailler sur le terrain pour être performant du côté de projet professionnel. Comment tu as pu gérer ça? Tu n'as pas constaté, il n'y a pas un manque de compétences à ton niveau dans le monde professionnel parce que tu as fait la mécanique et tu as encore tu développes des solutions en mécanique. Il n'y a pas eu de manque de compétences. Comment tu arrives à gérer ça? L'autre question, ça concerne directement l'infrastructure. Quand tu parles des outils, c'est très capital ce point-là. Parce que, par exemple, moi, dans mon pays, avoir l'accès aux outils, c'est tellement difficile.
Étant, je ne sais pas, toi, tu vis dans un autre continent, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Maintenant, comment nous, jeunes étudiants, entrepreneurs dans le secteur, par exemple, de l'énergie, avoir l'accès à l'outil, c'est difficile parce que tu as la solution. On te dit qu'il faut aller dans tel laboratoire avant de travailler sur ton produit. Le laboratoire te fixe des tâches d'abord. Tu dois payer de l'argent d'abord avant d'accéder au laboratoire. Dans cette condition, on est confus, on ne sait vraiment pas où prendre part parce que tu as l'innovation, tu as l'idée, mais tu n'as pas les outils en main. Dans cette condition, on ne sait plus quoi faire. Comment tu as pu gérer pour toi parce que tu as fait la mécanique, tu sais très bien de quoi je parle. L'autre question, c'est ce qu'a abordé, c'est une question très importante, mais je ne trouve pas encore moi ma réponse dedans. C'est le choix des partenaires, le choix de l'équipe. Étant qu'une start-up, tu sais qu'au départ, on n'a rien comme le fonds, comme l'argent. Et donc, dans la vie, s'il n'y a pas l'argent autour d'un sujet, l'homme ne s'intéresse pas trop à ça. Tu es bien vrai, tu es le leader, tu donnes des motivations, tu fais ci. On constate souvent que quand tu donnes des motivations aux amis, ils travaillent. Parce que tu as prononcé quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup. Tu as dit, tes amis, ils exécutent exactement ce que tu penses. Ça, c'est génial. Ça se passe de mon côté légèrement, mais pas tout. Ça ne se passe pas bien de mon côté. Il y a d'autres que tu vois qu'il y a la nonchalance, il y a ci, il y a ça, et que dans les parler, tu sens que c'est l'argent et les autres, ils veulent si bien que tu les donnes toutes les motivations possibles. Le leadership, tu essaies d'implémenter tout, mais rien ne se passe. Comment tu arrives à faire le choix? C'est tes frères, tu as pu identifier, ou bien c'est les amis de bas âge? Parce que ceux qui sont avec moi actuellement, à l'exception d'une seule personne, c'est celui avec qui j'ai travaillé depuis dans l'enfance, celui qui a pu maintenir les caps. Comment toi, tu as pu gérer ce côté? L'autre question s'adresse directement à M. Roland. M. Roland, vous avez parlé tout à l'heure de l'impôt tout à l'heure. Vous savez très bien que dans notre pays, c'est une question très importante pour nous, les entrepreneurs, et donc ceux qui veulent commencer le processus entrepreneurial. Tout à l'heure, vous avez dit il faut que vous participez à des compétitions. Chaque fois, vous faites des compétitions. Donc, ça veut dire que vous postulez aux appels à candidature, vous faites ci, vous faites ça. Je dirais que vous êtes dans le secteur du numérique. Ça, c'est compréhensible. Nous qui sommes dans le secteur de l'énergie, par exemple, vous savez que nous, nos solutions, ça nécessite des moyens. Ça nécessite purement des moyens. Une fois enregistré l'entreprise, tu dois payer l'impôt. Par exemple, j'ai une solution de la concession, par exemple, j'ai dit par exemple d'une couveuse. Et j'ai besoin des outils pour travailler avec ça. Je vais trouver le financement où? Je postule aux appels à candidature, l'appel est là, je ne sais pas si je serai retenu ou pas. Et quand l'agent termine à l'intérieur, vous vous focalisez sur quoi pour travailler? Bon, je dirais que vous, votre domaine, c'est l'informatique, mais quand même, tout au moins, vous aurez besoin de la connexion Internet. Comment tu arrives à gérer ce côté-là? Parce que c'est une question très importante pour payer aussi l'impôt, parce que les solutions dans notre secteur, ça concerne purement les outils. Donc, il faut de l'argent. Comment tu gères ça? Merci beaucoup, j'en ai fini. Ouais, je peux y aller à répondre rapidement. Je vais commencer par la dernière question sur le point où donc, engager les gens, ou soit comment j'ai pu faire les recrutements. Comme je peux dire, je le dis toujours, c'est un peu marrant, mais c'est vrai. J'avais commencé Bora Technologies avec une somme de $200. $200. Comment? Bon, je ne sais pas. Bon, je peux dire par défaut, je suis une personne beaucoup plus convaincante. Donc, je suis une personne qui peut facilement vendre un produit. Et quand j'ai commencé, et avec aussi la réputation que je me suis créée, premièrement, donc avant même m'être lancé, comme je disais tantôt, que j'investissais à peu près 30 minutes chaque jour pour vraiment m'occuper des histoires du pays. Vous voyez, avant même que je ne puisse me lancer. Alors, donc, j'avais déjà une certaine réputation que j'avais déjà créée, un terrain que j'avais préparé comme quelque chose que Roland a dit qui est vraiment très bien placé et que l'entrepreneuriat ne se manifeste pas par des... Donc, ce n'est pas une cause qu'on montre avec des pancartes à main, mais c'est une préparation qui prend beaucoup de temps. Je me suis préparé comme ça. Je me suis préparé en tant que leader, en tant que quelqu'un que les gens écoutent, premièrement. Et quand maintenant il était temps de m'investir maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis je devais quand même mettre de l'ordre. Donc, premièrement, j'ai parlé à des amis, des gens qui sont proches, des gens avec qui j'ai étudié à l'école secondaire, parce que je n'ai pas fait l'université au Congo, donc je ne connais pas vraiment beaucoup de gens, mais je connais quand même les gens avec qui on a étudié à l'école secondaire. Et avec eux, je les ai proposés, premièrement parce que la plupart ils étaient en train de chômer aussi là,
Ils n'avaient pas vraiment de travail. Je les ai proposé un projet, je les ai proposé de l'emploi. Et ce que nous avons discuté premièrement est que c'était au niveau comment ils seront rémunérés. Et on s'est donné un temps, ça c'est un exemple que je vais vous donner, on s'est donné un temps, on s'est dit que nous allons travailler ensemble pendant 6 mois. Et après les 6 mois, nous allons voir quels seront les bénéfices de chacun, de l'un ou l'autre. Et nous avons signé des contrats, nous étions tous d'accord pour que les gens puissent travailler, l'investissement, combien d'heures par semaine, on a tout défini. Et au même moment, j'avais des gens qui je connaissais très bien quand même. On a étudié encore ensemble à l'école secondaire. Il n'y avait que 2. Et après, nous avons employé, donc il y avait 2 personnes que je connaissais, et puis nous avons employé 3 autres personnes qui juste nous ont envoyé le CV. Et exactement le même discours que j'ai donné à ces 2 premières personnes, j'ai donné ça au reste du monde. Et dès que j'ai partagé la vision et que les gens là ont saisi la vision, ils ont travaillé. J'ai eu des cas où les gens qui n'ont pas saisi la vision, ils étaient beaucoup plus focalisés sur les finances. Ils me disaient que voilà, que moi, s'il n'y a pas d'argent, je ne travaille pas. Et j'ai commencé à observer les gens et que j'ai vu que aussi la productivité de ces personnes-là n'était pas aussi bonne. Si quelqu'un n'a pas d'abord la vision pour commencer et que la personne est beaucoup plus focalisée sur les finances, surtout dans une start-up, c'est difficile d'avancer. Alors, j'ai complètement écarté ces personnes et maintenant, nous avons une harmonie. Les gens sont payés maintenant et nous travaillons maintenant très bien. Donc, j'avais quand même commencé avec des gens qui sont proches, comme je suis très loin, et puis j'ai avancé. Et puis, je suis allé vers l'avant. Mais je pourrais aussi commencer par les gens que je ne connaissais pas. C'est juste une manière que vous communiquez avec ces gens et que vous les convainquez et qu'ils croient en vous. C'est très important. Pour le niveau, le défi des infrastructures, c'est vrai, il n'y a pas des infrastructures en Afrique. Et ce que nous avons fait est que nous nous sommes posés vraiment des mêmes questions. Il n'y a pas des infrastructures. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'une compagnie, qu'une entreprise des ingénieurs? Parce que nous sommes premièrement une entreprise des ingénieurs. Alors, en tant qu'ingénieur en mécanique, et j'ai aussi des ingénieurs en électricité qui travaillent avec moi, on dit par exemple, l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Nous créons nos propres systèmes d'électricité. Nous essayons d'y investir des moyens. Nous essayons aussi de faire collecte de fonds. Aussi, les gens qui me connaissent ou qui m'ont déjà suivi sur Internet, nous avons fait des collectes de fonds à grande échelle sur Internet. Nous avons reçu l'argent venant des individus et ça nous a permis quand même de nous installer, d'arranger quand même les infrastructures et tout. Et cela nous a quand même donné des solutions. Et en plus, les infrastructures que nous croyons que nous sommes en train de donner nos propres solutions, c'est devenu des solutions à des problèmes de la société et c'est devenu des produits. Et ce sont ces produits-là que nous amenons aussi sur les marchés parce que ça a marché pour nous et ça marchera aussi pour tout le monde. Au niveau de la compétence académique, comme vous avez dit, donc, nous devons avoir la formation premièrement. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je suis passé par l'école d'ingénieurs. Je suis passé par le génie mécanique avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et avoir une question de priorité, donc savoir comment prioriser quelque chose. On n'est pas sous une course avec quelqu'un. Donc, on ne doit pas nécessairement dire que voilà, je dois du tout prix être à ce niveau ici, au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est toujours là, est toujours disponible, mais nous devons avoir un diplôme parce que si tu n'as pas un diplôme, personne ne te donne vraiment la valeur qu'il faut dans le monde d'aujourd'hui. Bien qu'il y a des freelances, il y a beaucoup de gens qui se sont formés eux-mêmes, mais ça prend beaucoup de temps de te former toi-même pour recevoir vraiment cette reconnaissance des gens. Mais si sur ton CV, tu as déjà un diplôme, c'est très important. Alors, au niveau de la formation, c'est que je pourrais dire, le conseil que je pourrais dire à tout le monde est que donner le temps à chaque chose, donner le temps à étudier, donner le temps à préparer tes cours et aussi donner le temps à t'investir, même si c'est 30 minutes par jour. Si tu veux utiliser les 30 minutes pour t'investir dans quelque chose, pour avoir une autre connaissance au-dessus de la connaissance académique que tu as. C'est ce qui est très important parce que les choses les plus importantes, on ne les apprend pas à l'école. Vraiment, on ne les apprend pas à l'école, on les apprend dans la vie. On les apprend par le mentorat, par le mentorship. Quelqu'un est mentor quelque part. On les apprend par des amis. Et c'est pourquoi j'ai choisi aussi mes amis aussi. Donc, j'ai vraiment beaucoup de rigueur quand j'ai choisi mes amis. Parce que la plupart de mes amis aussi, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens bien connectés. Donc, mon network est beaucoup riche. C'est aussi très important. Et on apprend de l'un de l'autre.
Et au final, on se retrouve devant des solutions, on se retrouve devant des progrès et du succès. Parce qu'on était en train d'apprendre progressivement et il n'y a pas quelque chose qui était moins important que l'autre. C'est juste, on priorisait une chose, on priorisait une chose par rapport à l'autre. C'est ce qui nous a amené un peu à atteindre l'objectif. Et aussi, donc dans ton network, les gens qui te connaissent bien, ce sont les gens aussi qui vont investir sur tes projets. Les investisseurs dans mes projets, les gens qui donnent l'argent, ce sont les gens qui m'ont connu, qui connaissent comment je travaille. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles aussi sur ton network, c'est très important. Les gens qui m'ont connu, qui connaissent comment je travaille, qui connaissent comment je suis performant, qui je suis. Ce sont des gens-là qui ils donnent $5 000, ils donnent $10 000 et puis ça vous permet de créer une entreprise. Donc, travailler sur ton network, c'est très important. Rencontrer des gens. Donc, parler aussi de tes idées aux gens. Tu ne sais jamais qui est en train d'écouter. Pas dans beaucoup de détails, mais quand même dans peu de détails. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'étais un peu long. Merci beaucoup, monsieur Adam. Je suis vraiment ravi de vos réponses. Merci. Roland, c'est à votre tour. Oui. D'accord, donc je prends la parole pour essayer de répondre à la question. Je veux savoir, quand on est dans un secteur comme la mécanique ou l'énergie et qu'on a besoin de matériel, comment on s'y prend? Parce que quand on s'enregistre en tant qu'entreprise, il faut payer des charges, il faut payer l'impôt et tout ça. Je suis ingénieur système industriel de base. Donc, mes projets sont essentiellement des projets d'industrie. Et comme vous, j'ai ressenti le besoin justement qu'en industrie, on a besoin de beaucoup d'investissements. Et quand je parle d'investissement, c'est de gros investissements. C'est-à-dire que nous travaillons sur des produits comme des produits domotiques. Comment j'arrive à automatiser l'intérieur d'une maison? Comment je fais en sorte que lorsque je ne suis pas là, que je puisse avoir l'éclairage qui s'allume à des heures spécifiques? Comment je fais pour que depuis mon salon, je puisse éteindre la lampe qui est dans la chambre? Comment je fais pour… Donc, des produits physiques. Et ces produits physiques ont besoin d'un investissement énorme que nous n'avons pas et que personne ne va vous donner parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, vous avez besoin d'un nom, vous avez besoin d'une réputation pour que les gens vous fassent confiance et qu'ils vous confient leur argent. Parce que même quand c'est un don, on veut être fier de vous l'avoir donné et de pouvoir dire après, je lui ai donné et il en a fait ceci. Donc, vous avez besoin d'une réputation. Comment on fait, nous, pour répondre à ce besoin de réputation-là? C'est de trouver ce qu'on appelle un contournement à l'objectif. Nous avons envie d'être une entreprise industrielle. Nous avons des projets industriels qui ont besoin d'être financés. Mais nous avons aussi des compétences en informatique. C'est comme ça que Raptec est devenu plus informatique qu'industriel à la date d'aujourd'hui. Nous avons des connaissances en informatique qui nous demandent beaucoup moins de ressources pour commencer. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons un tremplin en informatique. Nous proposons des solutions à des gens en informatique qu'ils achètent, nous donnent de l'argent et cet argent, nous l'utilisons pour acheter du matériel progressivement jusqu'à ce que nous atteignions le niveau que nous souhaitons pour lancer véritablement nos produits industriels sur le marché. Donc, pour moi, c'est pouvoir définir des étapes dans l'objectif qu'on s'est fixé et retenir encore une fois qu'il n'y a pas de règles. Ce qui compte, c'est de faire des expériences, d'en tirer des leçons. Vous êtes dans la mécanique, vous êtes dans l'industrie, dans l'énergie, je pense, et c'est pas parce que moi j'ai fait l'informatique qu'il faut forcément faire l'informatique pour avoir des ressources. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut trouver le parallèle à ça. Si vous avez des gens qui peuvent vous financer pour que vous ne perdiez pas du temps, c'est bien. Si vous en avez, c'est bien. Mais si vous n'en avez pas, il faut savoir en trouver. Et savoir en trouver, parfois, c'est tordre le cou à l'objectif de base, arriver à atteindre des objectifs intermédiaires jusqu'à ce qu'on obtienne la ressource nécessaire pour aller attaquer l'objectif principal. Donc, ça, c'est la réponse que je peux donner à ça. Et j'espère que ça nous sert à quelque chose de l'entendre. Voilà. Oui. Ça me va droit au cœur. Merci infiniment à vous, cher Roland. Parfait. OK. Donc, là, d'abord, apparemment, on est vraiment arrivé à l'heure. C'était prévu pour 1h30. Donc, on est vraiment là.
Donc, je vais d'abord commencer par remercier les panélistes, Adam, Roland, pour avoir pris leur temps de venir ce dimanche, à un jour de repos, partager avec la communauté, les boursiers, de votre expérience, donner de l'espoir à ceux peut-être même qui commencent à se décourager, de persévérer, de continuer, parce que vous êtes les preuves vivantes que ça marche. La persévérance, le travail, la collaboration, ça aboutit à de grandes choses. Et encore une fois, vous en êtes la preuve. Merci à Aristide qui a fait un travail somptueux avec la modération de cet événement-là. Merci à Chester, boursier à KNUST dans l'aspect technologie, dans l'aspect tech, qui a créé cet événement Zoom. Merci à tous les participants, notamment aussi ceux qui ont posé des questions, même si vous n'étiez que 2 à poser des questions, mais quand même ces questions-là étaient vraiment enrichissantes et je suis confiant que ces questions-là vont aider et ont aidé beaucoup de vos collègues et camarades qui n'ont pas pu poser des questions, encore une fois, faute de temps. On ne peut pas terminer tout ça sans remercier évidemment Mastercard Foundation, sans qui rien de tout ceci serait possible, et aussi à l'équipe Baobab pour tout ce qu'on continue à faire pour la communauté. Donc, sur ce, encore une fois, je vais réitérer qu'il y a un dernier webinaire qui va arriver avant le grand sommet Baobab. Le webinaire, ça sera pour le 21 juillet. Et le grand sommet Baobab, il sera pour du 2 au 6 août. Et j'ai posté les 2 liens, les liens pour accéder à ces 2 événements, enfin, vous enregistrer pour ces événements dans le chat. Pour ceux et celles qui sont intéressés à continuer à connecter avec les panélistes, laissez-moi un message sur le chat. Je vais parler avec eux et voilà, on va voir comment vous mettre en contact avec les panélistes pour voir comment continuer à avoir de leur connaissance et de leur expérience pour vous aussi réussir dans ce que vous faites. Alors, merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite un agréable dimanche. Encore une fois, merci d'être venu à cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup.